Le journal du télétravail de management part en télévacances. Pendant les fêtes, je vous propose donc de retrouver quelques-uns de nos meilleurs épisodes avec notre best-of de Noël. Et je vous donne rendez-vous dès le 4 janvier pour continuer à suivre tous les jours l'actualité riche du télétravail. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Pralon, professeur en RH digital et gestion des carrières et directeur de la chaire Compétences, Employabilité et Décision RH au sein de l'EM Normandie, une école de commerce implantée à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. Si je suis aujourd'hui avec Jean Pralon, c'est qu'il publie une étude particulièrement d'actualité qui va intéresser nombre d'entre vous. Elle s'intitule « Full Remote Skills, quelles compétences pour être un télétravailleur performant ?» et elle dévoile en effet les soft skills, les compétences les plus utiles quand on est en télétravail. Pour cette étude, l'école et le professeur ont suivi 317 télétravailleurs entre 2009 et 2019. Alors, bonjour et première question. Comment vous est venue l'idée de faire cette étude ? C'était une demande d'un partenaire qui est le groupe Axis, qui finance une partie de mes travaux, qui est un mécène de la chaire que je dirige, et qui disait on va essayer de réfléchir à comment accompagner la mise en place du télétravail. Alors on était encore en temps normal, et dans leur esprit, ça concernait plutôt des gens qui allaient être en télétravail partiel. Et ils avaient des clients qui se demandaient comment choisir ou comment décider si tel ou tel collaborateur pouvait être à l'aise en télétravail ou pas. Donc j'avais fait cette étude exploratoire et elle avait donné quelques premiers résultats et j'imaginais pas que ça allait devenir à ce point important aujourd'hui. Alors cette étude porte sur les compétences ou les qualités pour être un bon télétravailleur. Elle est d'autant plus actuelle en ce moment. Quelles sont ces compétences que vous avez identifiées comme étant indispensables pour réussir son télétravail ? Alors on parle de compétences comportementales, on peut dire soft skills si on préfère. On en a trouvé 6 qui sont vraiment discriminantes et qui font qu'on est un bon télétravailleur ou qu'on l'est moins. Dans ces 6 compétences comportementales, il y en a quelques-unes qui sont assez prévisibles, c'est-à-dire bien connaître son organisation et savoir à qui faire appel. Il y a se connaître et donc mesurer quel est son degré d'autonomie et là aussi quand il faut faire appel à quelqu'un. Et puis après, il y a des compétences qui sont un peu plus spécifiques. J'en cite 2. La première, c'est faire preuve d'empathie et ça veut dire à partir de quelques signaux faibles, se dire que tel ou tel collaborateur ou tel collègue a besoin d'aide ou au contraire va plutôt bien. Et puis surtout, celle qui est très importante pour moi, c'est une compétence qu'on a appelée promouvoir, c'est-à-dire la capacité à faire parler de soi et à rendre visible son travail quand pour autant on n'est pas visible. Et c'est en fait ça qui illustre bien le bon ou le mauvais télétravailleur. Et c'est aussi ça qui illustre ce que c'est vraiment que le télétravail. Le télétravail, c'est finalement travailler en situation d'absence, c'est-à-dire en n'étant pas visible. Alors ça, c'est vrai principalement en période normale, quand les télétravailleurs sont une minorité. Dans le cadre de la période que l'on vit actuellement, qu'est-ce que cette compétence peut apporter ou comment est-ce qu'elle peut s'appliquer à tout le monde, puisque l'absence, là, elle est généralisée ou presque ? Alors, ce qu'on observe depuis 15 jours, c'est que finalement, il y a 2 types de télétravailleurs. Il y a les télétravailleurs qui reproduisent en situation de télétravail ce qu'ils feraient normalement. Donc ils interagissent par mail, ils ont tendance à séparer le pro du perso et ils ont par exemple tendance à ne pas mettre la caméra quand on fait des séances de visioconférence. Et c'est ceux-là qui sont un peu menacés parce que ceux-là, ils n'ont pas compris que l'important c'était de donner de la visibilité à ce qu'on fait. Et l'autre groupe de télétravailleurs, c'est plutôt ceux qui, au contraire, multiplient les canaux de communication, utilisent leur téléphone, utilisent le mail, et quand on est en téléconférence, mettre la caméra de façon à ce qu'on voit quel est leur contexte de travail, et y compris les contraintes dans lesquelles ils se situent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir comprendre que tel ou tel habite dans un appartement petit avec des enfants, et que c'est difficile pour lui de ménager du temps de travail. Et ça, si on le rend visible, si on l'explicite, tout d'un coup, tout devient clair. Et ils sont du coup présents, ceux-là. Ils sont présents même s'ils ne sont pas là. Ça rejoint également l'empathie, donc qui peut s'exprimer aussi de cette façon-là. Alors. Pour comprendre que tel collaborateur ne va pas bien, que la situation l'affecte, ou qu'il est angoissé ou inquiet
typiquement parce qu'il a du chiffre d'affaires à faire et qu'il ne pourra pas le faire. Bref, toutes ces situations-là, la capacité à repérer ces micro-signaux ou ces signaux faibles, c'est une capacité très importante. Elle fait vraiment la différence avec les autres. Donc l'empathie et repérer qui va bien, qui ne va pas bien et pourquoi, à partir de signaux faibles, voire très faibles, c'est vraiment important pour être un manager aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour être un bon télémanager plus qu'un bon télétravailleur ? Il y a une autre compétence qu'on a repérée dans l'étude, non pas parce qu'elle est contributive, mais au contraire parce qu'elle s'oppose. Parce que plus on la possède, moins on est bon, c'est la créativité et l'innovation. Alors ça paraît surprenant, parce qu'on peut se dire souvent que celui qui télétravaille prend du recul, et que donc il va être plus innovant, plus créatif, il va pouvoir apporter des choses nouvelles. Et en réalité, le télétravail, en général, et en particulier en situation de crise, il déteste l'innovation. Le télétravail, c'est se rassurer, se raccrocher à l'existant, se raccrocher au process, et donc c'est quasiment l'ennemi de l'innovation et de la créativité. Or pourtant, évidemment, on a besoin de créativité et d'innovation dans les entreprises. Aujourd'hui, peut-être plus que demain, puisqu'on va vers un nouveau monde, paraît-il, et donc il va falloir le réinventer. Et je crois que le rôle des managers, c'est de lutter pour le coup contre cette tendance, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui sont tentés de se replier vers les process, vers les routines, vers les habitudes de travail, soient aussi incités à innover et à examiner des idées originales. Et le télétravail, ça peut être aussi l'opportunité, si l'activité est un peu réduite, de se documenter, de se cultiver, de questionner les pratiques et de commencer à préparer ce que serait le monde d'après. Profiter de ce grand chamboulement, de cette révolution qu'on vit tous pour dynamiter les process et les habitudes en gros. Ou en tout cas lutter quand on a tendance à se rassurer par le repli sur les process. Je prends juste la métaphore qu'on utilise beaucoup par ces temps compliqués de la résilience. La résilience, on l'entend comme étant la capacité à dépasser les épreuves. Mais étymologiquement, la résilience, c'est un terme de physique qui caractérise un matériau qui a la propriété de redevenir lui-même après les épreuves. Donc finalement, la résilience, c'est ne pas changer, c'est se retrouver tel qu'on était avant. Et peut-être que justement, là, il faut être résilient autrement, c'est-à-dire trouver des façons de dépasser les problèmes en inventant d'autres alternatives pour après. Et ça, vous pensez qu'on peut le faire à distance et en télétravail? Alors, le rôle des managers, c'est dire ce qui est souhaitable et puis donner des visions une vision de ce que pourrait être le travail idéal. Et donc là, c'est le rôle des managers de motiver, d'encourager, de rassurer et d'orienter vers des activités comme celle-là, plutôt que de se replier vers les process. Je pense que c'était normal dans un premier temps de se replier vers des choses connues pour se rassurer et aussi pour assurer la continuité d'activité, c'est tout à fait normal. Maintenant qu'on s'est à peu près rassuré, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, on travaille par vidéoconférence, par mail, on peut s'appeler, bref, il y a des choses qui se sont un peu calées. Il ne faudrait pas que ce calage-là se fasse uniquement dans le respect des process classiques. Il faut aussi donner des opportunités de faire des choses originales. Alors on a vu quelles étaient les compétences comportementales utiles au télétravail. Quelles sont à l'inverse celles qui peuvent être nuisibles? Alors, on a vu être trop peut-être respectueux des process ou trop dans la routine et l'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être un frein à un télétravail de qualité ou réussi? La centration excessive sur les process, c'est très bien pour être un télétravailleur bien vu. C'est montrer qu'on respecte l'entreprise et ses routines et qu'on assure la continuité. Pour autant, il faut que les managers prennent la distance par rapport à ça. Et en fait, si on le dit autrement, le risque, c'est que soient perçus comme étant des très bons et des personnes révélées par le télétravail, des gens qui savent rendre visible leur activité et rendre visible que ce qu'ils font, c'est bien les process, c'est bien ce qui est la routine. Et là, il faut que les managers soient vigilants pour justement donner de la place à tout le monde, y compris à ceux qui font un peu autre chose, et donner de la visibilité à tous les collaborateurs, indépendamment de ceux qui ont une capacité spontanée à se mettre en scène. Comment vous voyez le télétravail après cette période? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements profonds dans notre relation au télétravail et de quel type? Alors, il y a des arguments pour et des arguments contre. L'argument pour, c'est que sûrement qu'il y a plein de gens qui découvrent que leur bureau, en fait, leur sert pas à grand-chose. Que les applications, que la vidéo, bref, il y a plein de choses qui permettent de faire la même chose depuis chez soi. Donc le point positif, peut-être, c'est la découverte de la possibilité de travailler autrement. Après, il y a un sujet qui est... il y a plein d'inventions et d'innovations qui ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale sur la base de la nécessité de travailler malgré tout, et qui, quel que soit leur intérêt intrinsèque,
ont été balayées après parce qu'on les a associées à cette période négative. Et peut-être que le télétravail va subir le même sort, c'est-à-dire que plutôt que d'être quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde et qu'on pourrait choisir pour des raisons plus objectives, ça pourrait être quelque chose qui va être rejeté comme étant le stigmate d'une époque négative. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cet effet ? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que le télétravail soit une bénédiction pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que je pense que quand même la morale de l'étude, c'est quand même qu'il y a des gagnants du télétravail et il y a des perdants du télétravail. Tout comme d'ailleurs avant le début de la crise, il y avait des gens qui étaient en télétravail complet pour des raisons très positives et c'était un cadeau qu'on leur faisait qui venait célébrer leur employabilité, leur attractivité. Et puis il y a des gens qui étaient en télétravail parce que finalement, on pouvait très bien se passer de leur présence physique. Donc il y a des gagnants et des perdants. Il y a de la vigilance à avoir pour faire en sorte que ceux qui s'en sortent bien soient ceux qu'on a pu accompagner et que le télétravail ne relègue pas des gens qui sinon auraient été tout à fait de bons collaborateurs. Donc c'est pas forcément une bénédiction en soi. Après, le débat est de savoir si ça peut servir les entreprises, ça peut servir l'intérêt des salariés, si ça peut contribuer par exemple à harmoniser la vie personnelle et la vie professionnelle, si ça peut servir à permettre à chacun de travailler plus à son rythme. Tout le monde n'est pas forcément performant et créatif de 9h à midi et de 14h à 18h. Donc ça peut être aller dans le respect du rythme de chacun. Mais c'est pas forcément une bénédiction en soi. Alors vous avez été assez visionnaire, si on peut dire, en lançant cette étude avant sur le télétravail et les compétences comportementales nécessaires à réussir ce télétravail. Est-ce que vous avez déjà décidé de votre prochain objet d'étude, que l'on voit peut-être une tendance se dessiner en avance ? Alors j'ai deux choses qui sont devant moi. Une que j'avais prévue, qui est la mise en place du recrutement par des outils digitaux. Alors j'avais commencé à travailler là-dessus en regardant il y a quelques mois le processus de lecture des profils par les recruteurs. Et là, on assiste à des recrutements qui se font en visio, avec donc des médias un peu différents. Et je voudrais bien comprendre quels sont les critères de décision des recruteurs et comment ils arrivent à se faire une opinion avec ce média un peu différent qu'est la visio, par opposition à l'entretien physique, évidemment, qui était le grand classique. Le recrutement à distance et en télétravail peut aussi être un sujet pour un de nos prochains épisodes. En tout cas, votre étude, nous mettrons en lien de cet épisode toutes les infos pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus et découvrir donc ces compétences du télétravailleur performant que vous avez pu identifier avant cette crise, mais qui sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Merci. C'est la fin de cet épisode best-of de Noël du journal du télétravail de management. Je vous donne rendez-vous le 4 janvier pour de nouveaux épisodes. D'ici là, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.